Bonsoir à toutes et à tous, ici Félix pour ma 20e vidéo, très grand moment. Voilà, donc je voulais remercier mes nouveaux abonnés. Le nombre ne cesse d'augmenter, c'est incroyable. Et je vous remercie pour tous vos messages, tous vos commentaires, ça me touche énormément. Voilà, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais sachez que le cœur y est. Je voulais faire quelques petites dédicaces qui m'ont été demandées depuis le temps. Alors, la première à Alexandre Pic, la deuxième à Alexandre Tellier, la troisième à Aurélie Anne-Meyer, la quatrième à Sam Tanem. Voilà, Sam Tanem avec qui je parle musique de temps en temps. Enfin, ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté, mais voilà. Donc je salue tous ces gens-là. Et voilà, je vais poursuivre la vidéo. Quoi de neuf? Ah oui, alors, je vais vous parler un petit peu des sorties ciné, des films que je suis allé voir. Hop. Alors, qu'est-ce que je suis allé voir de bien ces derniers temps? Ah oui, je suis allé voir Prisoner, pardon, de je ne sais plus qui d'ailleurs, je crois qu'il n'est plus à l'affiche. Ouais, il n'est plus à l'affiche. Si, il est encore de Denis Villeneuve. J'ai beaucoup aimé, j'ai été totalement embarqué. Un petit peu long, mais c'est aussi cette longueur qui sert à poser l'ambiance. Donc c'est un mal pour un bien, on va dire. Une fois de plus, l'acteur Paul Dano m'a totalement... Il m'a mis le frisson, quoi. C'est vraiment un mec qui est habitué au rôle difficile, au rôle dérangé. Enfin, il m'avait déjà impressionné dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson. Et là, il continue ce mec ne sait pas jouer un rôle normal, en fait. Il est obligé de jouer un rôle de taré, ou un rôle atypique à chaque fois. Donc voilà, Prisoner, j'ai beaucoup aimé. C'est très sombre, j'avoue, il m'a fallu du temps avant de refaire surface et de revenir dans le monde réel. Qu'est-ce que je suis allé voir hier? Je suis allé voir... Ah oui, non, c'était pas hier, c'était il y a quelques jours. Je suis allé voir l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivett de Jean-Pierre Jeunet, que j'aime beaucoup, qui m'avait énormément déçu dans Micmac attire l'arigot, je l'avais pas aimé. Mais dans celui-là, il rattrape le coup et on retrouve un peu le Jean-Pierre Jeunet d'avant, c'est-à-dire où il faisait des bons films en fait, avec des bonnes idées, avec des bonnes prises de vue, un vrai défi. Et là vraiment, ouais, le film se laisse vraiment bien regarder. Et on ressort de là avec le sourire, ça fait plaisir. Voilà, je crois que c'est tout pour le cinéma. Absolument rien à voir, mais hier soir je sortais me rendre dans un bar pour rejoindre des potes. Et devant un hôtel grenoblois, je suis tombé nez à nez avec Guillaume Canet. Alors, je suis pas allé lui parler parce qu'il y avait déjà plein de gens autour de lui et tout ça pour lui dire simplement une énième fois ouais vous êtes formidable machin. Voilà, mais bref, ça m'a fait bizarre de le voir en vrai. Il était à 2 mètres de moi, quoi. C'était vraiment très bizarre. Donc voilà pour les petites anecdotes. Donc désormais voilà, je vais vous faire la deuxième partie des chroniques d'albums que j'avais commencé dans ma dernière vidéo. Je tiens aussi à m'excuser pour ma fréquence de podcast assez réduite. J'aimerais faire plus de vidéos parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et je m'en veux un peu de pas publier plus souvent de vidéos, mais c'est compliqué, c'est un petit peu plus compliqué que ce que ça en a l'air. En général, mes soirs sont brillés. Et puis, c'est vrai que pour faire une vidéo, j'aime bien être dans une bonne forme. J'aime bien être... Faut pas que j'ai le moral trop bas. Faut que j'ai un peu d'énergie pour parler comme ça. Et c'est vrai que je l'ai pas tous les soirs, quoi. Il y a des soirs où je suis fatigué. Il y a des soirs où je suis pas inspiré. Il y a des soirs où j'ai des trucs à faire. Donc c'est vrai que c'est pas évident.
Et je m'en excuse, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, dans cette deuxième partie des chroniques d'albums, je vais vous parler d'un groupe que j'ai écouté pendant très très longtemps et que j'écoute encore, mais qui m'a grandement influencé dans ma culture. C'est un groupe que j'ai découvert à 14 ans. Ouais, c'est ça, 14 ans. C'était un ami de ma mère qui était venu manger à la maison. Et ce mec-là, je connaissais pas vraiment en fait. Enfin, je le connaissais très très peu. Et, j'avais longuement parlé ce soir-là avec lui, justement, de mon goût pour l'orgue et tout ça, pour le vieux rock. Et il m'a parlé de ce groupe-là, un groupe des années 70. Il m'avait dit que voilà, que c'était génial et que ça paraissait inconcevable pour lui que je ne le connaisse pas. Et voilà, et du coup ce groupe-là, je les ai vus en concert il y a 3 ans à Londres pendant un festival énorme. Ils étaient en tête d'affiche. Ce groupe-là, c'est Emerson, Lake and Palmer. Alors ce nom-là a toujours été un peu compliqué pour moi à retenir parce que voilà, c'est un peu un nom rallongeant. En réalité, c'est les 3 noms de famille des musiciens. Keith Emerson, Greg Lake et Carl Palmer. Alors, comment vous parler de Emerson, Lake and Palmer et de l'influence que ça a pu avoir sur moi? Dès que j'ai commencé à écouter un album, j'ai dû acheter tous les autres. Et j'ai bouffé leur discographie, mais alors, à un point. Je me rappelais, ouais, le premier album que j'avais eu entre les mains, c'était pas leur meilleur en plus, c'était un album un peu bidon d'ailleurs. Parce que Emerson, Lake and Palmer fait partie de cette vague de musique, de groupes cultes qui ont eu un véritable élan créatif monstrueux dans les années 70 et qui ont connu un effondrement moral et productif dans les années 80. Il y a des groupes, c'est ça, c'est vraiment une théorie que j'ai vérifiée, j'ai écouté énormément de groupes des années 70 pendant très très longtemps et j'ai observé un peu l'évolution musicale du passage entre les décennies 70 et 80. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce... Comment dire ce... Comment je pourrais dire ça? Ce contraste, cette chute en fait. C'est vrai que la musique des années 80 a été beaucoup plus axée sur le... Enfin, les années 80 c'est un peu le début de l'industrialisation de la musique. La sortie du CD, tout ça, et où la radio commençait à chercher un son très précis, très commercial. Et en gros, tous ces groupes-là qui étaient plutôt des marginaux, des musiciens de formation classique, se retrouvaient un peu enfermés dans un format qui ne leur parlait absolument pas à la base. Donc c'est vrai que ça donne des mélanges assez space, et Emerson, Lake and Palmer fait partie de ces groupes-là. Le premier album que j'avais écouté s'appelait Love Beach, et d'ailleurs la pochette me fait encore marrer. On les voit tous les trois en chemise au bord d'une plage aux Bahamas avec des têtes d'abrutis. Et en gros, j'avais appris que cet album-là avait été enregistré dans une débâcle totale. En fait, comment dire? En fait, je crois qu'ils ont fait ce disque par obligation de contrat. Et du coup, ils l'ont enregistré, mais à l'arrache. Et vraiment, c'est pauvre. Enfin, c'est une espèce de pop fadasse. Mais moi, j'aime cet album parce qu'il a une valeur sentimentale pour moi. Je l'ai écouté très jeune. Et j'avoue qu'il y a quand même quelques morceaux qui sont pas mal. Mais c'est vraiment pas du tout ce qui représente le groupe en fait. Si vous commencez la découverte de Emerson, Lake and Palmer par cet album là, vous allez vous foutre de moi. Et vous n'aurez pas envie d'écouter la suite et ce serait bien dommage. Parce que le contraste musical, 8 ans plus tôt, est totalement absurde. Donc le premier album s'appelle Emerson, Lake and Palmer, tout bêtement
musiciens. Le scoop. Donc Keith Emerson au clavier qui sort d'une très très grande formation classique et qui au lieu de devenir pianiste concertiste a décidé tout simplement de monter un groupe de rock progressif. Et c'est pour mon plus grand plaisir Craig Lake à la basse, à la guitare folk électrique et au chant, qui a une voix magnifique, qui avant ça faisait partie d'un autre groupe de progressif que j'apprécie beaucoup qui s'appelle King Crimson. C'était le chanteur de King Crimson. Et donc voilà, et Carl Palmer à la batterie qui est un monstre sacré et considéré comme un des vétérans du rock progressif. Voilà. Donc c'est vrai que ce sont des influences très très variées. Et donc prenez 3 musiciens exceptionnels et faites-les travailler ensemble dans la décennie la plus créative musicalement qu'on ait jamais connue, c'est-à-dire les années 70. Pour moi, il n'y a pas eu de plus grand boom musical que celui des années 70, même si bien évidemment j'apprécie énormément les autres décennies, j'apprécie notre époque aussi, enfin, il y a plein de choses que j'aime, mais j'avoue que quand je reviens aux années 70, je me rends compte que les albums étaient d'une créativité qui n'a rien à voir avec celle qu'on peut avoir, bien qu'il y ait des albums géniaux qui sortent. J'en reviens souvent à cette époque-là parce que c'est vraiment... Voilà. Les moyens n'étaient pas les mêmes, les codes n'étaient pas les mêmes. Et c'est vrai que ça se ressent vraiment et j'aime beaucoup ça. Donc voilà, premier album très sombre et très agressif. Le deuxième album, Darkus, qui est une véritable fresque. L'album est composé, je crois, de 5 ou 6 morceaux. Mais ce qui est important, c'est le premier morceau de l'album, qui s'appelle Darkus, qui dure 21 minutes. Et c'est une fresque en fait, c'est une véritable fresque musicale. L'intro est d'une puissance monstrueuse, elle dure je crois 2 minutes ou 3 minutes. Elle est d'une puissance monstrueuse et ensuite on enchaîne sur un assemblage de phases planantes et de phases agressives enfin, c'est vraiment un chef-d'œuvre cet album. Alors après c'est vrai que voilà, enfin, pour les fans de vieux synthétiseurs, je recommande énormément. Et pour les fans de musique totalement extravagante et magistrale, je recommande beaucoup cet album. C'est un de mes préférés. Du moins, c'est peut-être. Non, c'est pas mon préféré de ce groupe-là. Mais l'album est vraiment excellent. Ensuite, c'est un live, leur troisième album, enregistré en 72. En fait, l'album s'appelle Pictures as an Exhibition. Et en fait, ça parle de la pièce de Mussorgsky qui s'appelle Tableau d'une exposition, c'est le titre anglais. Donc, le live en fait est une reprise intégrale de cette symphonie à leur sauce. Et j'avoue que j'ai longtemps été scotché par cet album parce que il est d'une... c'est un déferlement d'attaques supersoniques de son, enfin, c'est vraiment excellent quoi. Ils sont que 3 et sur scène ils dégagent une ambiance absolument incroyable. Et j'ai longtemps écouté ce live parce que je le trouve complètement dingue. Ensuite, il y a eu Trilogie, où là par contre on sent par contre, comment dire, une sorte de calme et de recul. Non pas que l'album est moins péchu, mais on est plus sur des racines classiques et psychédéliques. Mais je crois que cet album-là, allez, je dirais que c'est mon deuxième préféré de ce groupe-là, puisque mon premier n'est autre que Brain Salad Surgery, avec une suite magistrale qui compose toute la fin de l'album en fait, qui s'appelle Carl Evil 9. Et je vous recommande très
chaudement de l'écouter parce que c'est voilà, c'est encore une fois une fresque musicale comme Darkus, mais en encore plus réussi. Et voilà, je vous recommande vraiment d'écouter ces 5 albums que je vous ai présentés. Ils valent vraiment le coup. J'espère qu'ils vous font le même effet qu'à moi. Alors après voilà, moi j'ai été bercé par ça durant mon adolescence, donc c'est vrai que voilà. Et le reste de la discographie, je vous le recommande pas spécialement parce que c'est pas très intéressant. Voilà. Alors, ensuite, donc pour ce groupe-là, c'est fait. De quel autre groupe je pourrais vous parler? J'avoue que j'ai pas vraiment préparé. Alors. En ce moment, je réfléchis à une nouvelle idée de roleplay. Il y a le film Gravity qui va sortir, et bien avant que j'eus vent de ce film, j'avais déjà l'idée de réaliser un roleplay qui se passe exclusivement dans l'espace à bord d'une navette. Mais bon, c'est encore en cours de réflexion, je sais pas si je vais le faire, je vais voir. Parce que c'est vrai que du coup si je m'investis dans ce projet là, bah du coup ça me bloque un peu pour les petites vidéos comme celle-ci, et voilà. Et j'ai pas envie de vous laisser, donc je vais voir un peu comment je vais faire. Alors, à quel autre groupe je pourrais vous parler? Ah oui, Yes. Ah mon dieu, Yes. Oui, enfin le groupe s'appelle Yes en fait. Et je dis pas Yes comme ça en l'air. Non, le groupe s'appelle Yes, Y-E-S. Et ce groupe-là, tout le monde connaît un morceau. Honor on Lonely Heart. Qui est un véritable... Enfin, que j'ai découvert grâce à... J'étais à Vice City, pour tout vous dire. Je sais, c'est un peu la honte, mais en fait ce morceau est ultra connu et il est génial. Yes. Bah voilà, encore un de ces groupes phares des années 70. Avec une créativité musicale sans limite. Des productions totalement démesurées. Enfin, à chaque fois que j'écoute ces albums-là, je revis, quoi. Ça me rappelle vraiment la musique que j'aime et pourquoi j'aime la musique surtout. Et pourquoi j'aime en jouer. Les deux premiers albums sont assez inintéressants. Le premier s'appelle Yes, tout court. Et le deuxième s'appelle Time on Our World. Enfin non, c'est pas qu'ils sont inintéressants, je les adore vraiment, mais c'est pas les plus fous en fait. Et ils représentent pas totalement le groupe, mais j'aime plutôt ces albums. The Yes Album, qui est leur troisième, sorti en 69 sur Atlantic. Là par contre, on tape dans du lourd. Voilà, ben, Yes, c'est encore un de ces super groupes des années 70 composés uniquement de véritables bêtes. Chris Squire à la basse, John Anderson au chant, Steve O à la guitare, comment il s'appelle le batteur, Bill Boydford, enfin bref, ces noms-là ne vous disent peut-être rien, mais dans le milieu du prog et du rock, c'est des très grands noms. Et voilà, bon, je reconnais que c'est un milieu assez fermé, mais c'est vraiment des gens qui ont un nom et qui ont une très très grande carrière musicale. Ensuite, Fragile, avec sa pochette légendaire, la planète avec l'espèce d'aéroplaneur bizarre. Voilà, enfin, je saurais même pas vous parler en fait de ces albums parce que bah, il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, parler musique c'est pas trop mon truc. Moi, j'avoue qu'à une époque, je le faisais beaucoup. Dès que je croisais quelqu'un en soirée, que je m'intéressais un peu à lui, bah, j'abordais très rapidement le sujet de la musique. Mais rapidement, je me rends compte que l'ennui me gagne. Parce que la musique, ça se parle pas, ça se discute pas, ça s'écoute. Et ça se joue, voilà. Et donc c'est vrai que voilà, moi je fais surtout ces petites chroniques là à la fois pour vous relaxer, en espérant que je vous relaxe bien sûr. Mais je fais pas vraiment ça pour donner mon avis sur ces albums là, puisque si je vous en parle c'est que je les aime. Mais surtout pour vous inciter à les écouter, parce que
parce que ce sont des monuments de la musique, quoi. Vraiment, ce sont des très très grands albums. Et je vous les recommande. Close to the Edge, voilà, encore un album légendaire. Je crois que je pourrais le ranger à côté de Tarkus. Enfin bref. Et les autres albums après, voilà, enfin, bref, je vous recommande vraiment de vous intéresser à la discographie de Yes parce que c'est un groupe extrêmement riche, harmoniquement et... Enfin voilà. Je vous mettrai éventuellement quelques liens si j'y pense. Voilà, comme d'habitude, je vous recommande d'aller voir mon SoundCloud et le SoundCloud de mon groupe. Je vais aussi mettre le lien de la page Facebook de Talisker, mon groupe de rockabilly que je vous invite à aimer. Et pour mieux nous suivre, d'ailleurs, on fait des concerts sur Grenoble. Si vous voulez venir nous voir, c'est avec grand plaisir. Si jamais vous passez par Grenoble, on sait jamais. Voilà. Bah écoutez, je vois que la vidéo dure déjà 21 minutes, un peu plus. Je vais vous laisser là. J'espère ne pas trop tarder pour la prochaine vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Et j'attends vos messages, vos suggestions comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt.